Pardon, mais les poils de Bonnie me chatouillent vraiment le nez. J'avoue, dans 2 secondes, vraiment. Okay. Bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR de l'horreur sur ma chaîne. Cette vidéo peut être un peu longue, donc n'hésitez pas à vous prendre quelque chose à boire, quelque chose à manger, à vous installer confortablement et laissez-moi vous parler de Christophe Rocancourt. Christophe Thierry Daniel Rocancourt est né le 16 juillet 1967 à Honfleur, en France. Son père, Daniel Rocancourt, initialement peintre en bâtiment, est devenu chômeur et alcoolique notoire. Suite à une carrière de boxeur ratée malheureusement, il fait des combats dans les bars pour se faire payer à boire. Il rencontre Annick Villet, une jeune femme qui travaille sur les trottoirs. Désolée, il y a certains mots que je peux pas dire parce que sinon YouTube va avoir ma peau. Donc, une jeune femme de la rue, on va dire, de 17 ans. Et l'épouse un mois après la naissance de leur fils, donc Christophe. Ce dernier et sa sœur Angelina vivent une enfance, vous vous en doutez, malheureuse, assistant régulièrement à des séparations de leurs parents et à des scènes de violence entre eux. On imagine que psychologiquement ça n'a pas été le meilleur des cadres dans lequel grandir pour les deux, entre une mère adolescente finalement à peine adulte qui travaillait de son corps et un père qui sûrement voulait beaucoup de frustration vis-à-vis de sa carrière de boxeur raté et qui était constamment sous l'influence de l'alcool. Voilà quoi. Au début des années 80, sans argent et sans relation, il erre, donc Christophe, pendant des semaines entières dans les rues de Paris et est fréquemment nourri par des travailleuses de la rue. Il vole dans les magasins pour manger, mais aussi, et ça m'a fait un peu sourire, il vole des livres pour s'occuper. Sa grande crainte à l'époque, c'est d'être en fait agressé pendant son sommeil parce qu'il dort littéralement dans la rue. Un jour, dans le métro, il va rencontrer Gérard Siad, qui est aujourd'hui président du SNEG, SNEG, et il va se lier d'amitié avec lui. Celui-ci va l'héberger et l'aider dans ses premiers pas de Parisien. Alors, vraiment, Paris est une ville magnifique, pas toute la ville. Moi j'aime bien aller sur Paris à des endroits spécifiques, surtout là où il y a de la culture en fait, dans les musées, etc. Je n'ai jamais vécu à Paris et ce n'est pas une ville dans laquelle j'aimerais vivre. Je ne suis pas une fille de la ville, moi je suis une fille de la campagne. Mais quand tu dois être aidé dans tes premiers pas parisiens, tu te dis est-ce que c'est une secte? C'est quoi Paris en fait? Bref, donc il va l'aider dans ses premiers pas parisiens en lui faisant également découvrir le monde de la nuit. Son ami Gérard l'emmène dans des soirées mondaines. Rocancourt Christophe est alors considéré comme un peu son animal de compagnie. That's just great. Il ne paie jamais rien parce qu'il est toujours, comment dire, accompagné de Gérard finalement. Mais même s'il ne paye rien, il veut quand même gagner son propre argent, ce que je peux comprendre. Il a été dans la rue, à la merci finalement du monde, aidé à droite à gauche, il a dû voler pour s'en sortir. Encore là, Gérard lui permet l'accès à une société
Et j'imagine que même s'il est reconnaissant, il veut gagner son propre argent parce que, et c'est logique, si demain Gérard décide qu'il en a marre de Christophe, il se retrouve à nouveau dans la rue. Donc il y a cette volonté aussi de survie de dire il faut que je m'assure un revenu parce que si demain tout s'arrête, je peux pas retourner dans la rue ou je veux pas. Voilà. Comme l'argent, malgré tout, qu'il va obtenir assez facilement grâce aux connexions de Gérard, malheureusement, enfin pour lui non, parce qu'il l'a voulu, l'argent qu'il obtient aussi facilement, il va le dépenser tout aussi facilement. Il commence à extorquer des sommes de plus en plus importantes à son entourage en montant diverses escroqueries et surtout en commençant par émettre des chèques sans provision. Donc des chèques sans provision, c'est par exemple, vous avez deux comptes en banque, vous allez déposer un chèque sur l'un de vos comptes, de l'autre compte de 10 000 euros, mais par exemple sur votre compte il n'y a que 1 000 euros. Donc c'est un chèque sans provision, c'est-à-dire que officiellement on ne peut pas déposer 10 000 euros, sauf qu'à l'époque les systèmes bancaires n'étaient pas aussi, on va dire, je dirais pas efficaces, mais aussi rapides qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et les 10 000 euros étaient crédités sur le compte sans même avoir vérifié si l'autre compte pouvait être débiteur de cette somme. Et il suffisait juste de retirer l'argent en liquide et voilà, tout le monde est content quoi. Enfin, surtout celui qui est escroqué, qui est content, pas la banque, pas la banque. En 1987, il monte sa première arnaque en vendant un immeuble qui appartient au père de sa petite amie Marie-Estelle pour plus d'1 million de francs. Le 16 juin 1989, il est condamné à 2 ans de prison ferme pour trafic de fausses monnaies. À sa sortie de prison au début des années 1991, il escroque une riche commerçante en lui empruntant 1,2 million de francs français pour soi-disant éponger une dette de jeu qui mettait sa vie en danger. Alors, j'aimerais être ce genre de personne qui peut prêter 1,2 million de francs à quelqu'un dans le besoin, franchement. Je pense qu'il a surtout eu dans sa vie beaucoup de chance parce que tomber sur des gens qui ont la possibilité de vous faire un tel emprunt, ça court par les rues, quoique. C'est Paris, quoi. Elle va tomber dans le piège lorsqu'il lui présente comme garantie un acte de propriété d'un immeuble d'une valeur de 43 millions de francs français qu'il a fabriqué lui-même en modifiant tout simplement des documents trouvés, alors ça c'est cocu, hein, dans la poubelle du père notaire d'un de ses amis. Donc en soi, elle, sur le papier, littéralement, elle s'est dit bah je peux lui prêter 1,2 million, de toute façon il est propriétaire d'un immeuble qui en vaut 43 millions. Voilà, quand je vous dis qu'il a eu de la chance d'avoir un ami dont le père est notaire, de trouver un papier dans la poubelle, de le modifier, enfin c'est vraiment un coup de chance. La chance pour le coup ça ne se provoque pas, mais boutu qu'il a de la chance. La supercherie sera bien évidemment découverte et le jeune homme en état de récidive d'escroquerie finalement est condamné à 1 an de prison ferme quelques mois plus tard. Pour ne pas retourner en prison cependant, Rocancourt va prendre la fuite vers Los Angeles. Arrivé en 1991 en Californie, il se fait passer tour à tour pour un ex-champion de boxe, un producteur de films, le fils de Dino De Laurentiis, un producteur italien, ou de Sofia Loren, actrice italienne naturalisée française, ou même le neveu d'Oscar de la Renta, un styliste de renom. Il ne choisit pas ses personnalités au hasard, vous vous en doutez. Il a dévoré leur biographie et a comblé des périodes mal connues de leur vie pour implanter ses mensonges. Par exemple, si la fameuse actrice pendant 2-3 ans, on l'a plus beaucoup vue, elle a plus fait beaucoup de tournages, elle va dire c'est normal, j'étais mal
malade par exemple, si ça correspond à... Il aurait dû avoir 4-5 ans, je sais pas. J'étais malade ces années-là, elle s'est occupée de moi, elle m'a fait passer en priorité. Voilà quoi. C'est à partir de là finalement qu'il commence ce qu'il appelle les affaires et à se faire beaucoup d'argent. Il repère à Los Angeles un coin où les Français se rencontrent. Attention au cliché, le café Maurice. Quand j'ai lu ça, je dis waouh, oui oui baguette quoi. Après c'est peut-être un Français qui a ouvert un café à Los Angeles, mais le café Maurice, monsieur, c'est très cliché quoi. C'est là qu'il va rencontrer l'ex-couturier français Charles Glenn qui possède un carnet d'adresses bien rempli. Rocancourt se présente à lui comme un boxeur venu faire des combats à Los Angeles le soir même. Il va lui demander s'il peut le conduire à la SAD où aura lieu le combat, mais une fois arrivé, il fait semblant de recevoir un appel. Après avoir raccroché, il explique à Glenn que son challenger a déclaré forfait. De retour au café Maurice, il va demander à Glenn d'annoncer à leurs amis qu'il a gagné le combat par KO au premier round. Évidemment, Glenn, il est surpris, mais il va accepter après que Rocancourt lui offre 500$ pour marcher dans sa combine. Alors, déjà 500$ aujourd'hui c'est beaucoup, à l'époque c'était une somme gigantesque pour mentir. Je sais pas à quel moment il s'est bâti, il y a poisson sous caillou, il y a anguille sous roche, parce que qui donne 500$ à quelqu'un pour mentir? Il aurait très bien pu dire la vérité, enfin la vérité, si tant est que c'est la vérité, que son adversaire a déclaré forfait en fait. C'est pas de sa faute, c'est pas un échec de sa part, mais non, il voulait qu'il mente et se faire bien voir en mode je l'ai mis KO au premier round. Charles Glenn plus tard expliquera que Rocancourt était d'une rare intelligence, en soulignant cependant que c'est lui, donc Glenn, qui a présenté Rocancourt au tout Hollywood. Mais il a trahi sa confiance. C'est le roi des mensonges, déclare-t-il. Il aurait vendu père et mère pour arriver à ses fins. Glenn raconte également que dès qu'il y avait un photographe, Rocancourt jetait des liasses de billets à la vue du monde. Il abusait tout le monde lorsque les caméras cependant n'étaient pas sur lui. C'est par l'intermédiaire donc de Glenn que Christophe Rocancourt va rencontrer Pierre Lange, un décorateur français installé à Los Angeles. Il lui demande s'il peut venir s'entraîner chez lui pour ses prochains combats. Lange aurait financé l'achat du matériel de musculation pour que Rocancourt vienne s'entraîner chez lui. Il lui confiera ses problèmes financiers, l'obligeant à vendre sa maison à Los Angeles et au Portugal. Rocancourt, bonne âme charitable, lui propose de lui racheter ses biens et Lange accepte en disant c'est étonnant parce qu'on peut pas comparer des appareils de musculation à des biens immobiliers, c'est pas du tout les mêmes prix, mais il se dit ok c'est un type bien, je lui ai rendu un service en l'autorisant en quelque sorte, en lui permettant de venir s'entraîner chez moi et il me le rend en m'achetant ses biens et en me sortant de cette galère financière. Pour cela, Rocancourt paie un vol en première classe à Lange en direction de la Suisse afin d'ouvrir un compte bancaire sur lequel il lui versera l'argent. Alors, j'ai trouvé ça bizarre que Lange n'ait pas trouvé ça bizarre, mais alors est-ce que ça change ou pas? Apparemment c'est commun que les personnes avec beaucoup d'argent et des comptes en Suisse fassent des transactions d'un compte suisse à un autre compte suisse. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'il n'y a pas les mêmes taxes? J'en sais rien. C'est souvent d'ailleurs qu'on voit dans les films, si vous avez regardé Le Loup de Wall Street, où pour cacher une énorme somme
j'imagine que c'est avantageux et qu'on peut pas être taxé sur cet argent, mais que ça reste quand même légal. Enfin bref. Pareil, j'aimerais être le genre de personne qui a suffisamment d'argent pour ouvrir un compte en Suisse, quoi. Non, c'est pas vrai. Ça m'embêterait de devoir aller en Suisse pour retirer 50 euros, quoi. Bref. Après 2 semaines sans recevoir les fonds, Lange va contacter Rocancourt qui lui demande de se rendre au Portugal pour procéder à la même formalité bancaire. Au bout d'un mois et demi, ça aura mis du temps, Lange réalise la supercherie et rentre en catastrophe à Los Angeles. À son retour, Rocancourt avait disparu, non sans profiter de la maison du décorateur en organisant des soirées hors de prix. Notre très cher Roro loge dans une villa de Bel Air et vit un danger. Mikey Rourke, un acteur et boxeur américain. Alors, de nom ça me parle, mais j'arrive pas à mettre une tête, un visage sur ce nom, soit. Après un temps, il loge au dernier étage du Beverly Wilshire Hotel, le fameux hôtel dans le film Pretty Woman, pour mieux abattre ses victimes. Il va également profiter du chantier de rénovation de l'hôtel pour négocier le prix de sa chambre en disant: vous êtes en travaux les gars, va peut-être falloir revoir vos prix, quoi. À cette époque, il fait croire à Jean-Claude Van Damme, le fameux, qu'il va produire son prochain film. Il va, vous vous en doutez, dépenser sans compter dans des soirées, des voyages en jet privé, des véhicules de prestige, du champagne grand cru, accompagné de très belles femmes. Et il va tout simplement réussir à bluffer tout le monde. Mike et Rourke est devenu son meilleur ami durant cette période. Ils vont jusqu'à s'embrasser sur la bouche pour la une d'un magazine homosexuel. Il a un fils, Zeus, avec Biba Reyes, une playmate. Rocancourt a aussi prétendu être le fils d'une comtesse française. C'est-à-dire que même quand dans l'inconscient collectif, c'est déjà quelqu'un, c'est pas assez, il va s'inventer une nouvelle personnalité. En 2000, à New York, il essaie pendant 6 mois de se faire passer pour un héritier de la famille Rockefeller. Il escroque 140 000 $ à une masseuse du nom de Corinne Elting. Il rencontre, grâce à elle, celui qui malheureusement va le démasquer, Jeans Serran Pagan, car il confond en fait un vin de table California avec un grand cru bordelais. Alors, je trouve l'anecdote en soi vachement drôle de dire que les soupçons ont commencé à grandir dans la tête de Monsieur Pagan parce que le gars il a pas su reconnaître de vin. Voilà. Pour amuser en fait ses amis, ce cher Pagan va tendre un piège contre Rocancourt en faisant passer l'une de ses amies japonaises pour la fille du président Sony. Durant le dîner, Rocancourt essaie de leur en mettre plein la vue en mentant et en dément. Il affirme être proche de Bill Clinton, avec qui il passe des vacances à Saint-Tropez. Pourtant, personne ne va prévenir la police car ils pensent juste
aux USA en mars 2002 parce que vous en doutez, ça y est, le dossier est suffisamment solide pour lui intenter un procès. Une fois arrivé aux USA, donc comme je l'ai dit en mars 2002, il va continuer à purger sa peine pour vol, contrebande, parjure, fraude, faux et usage de faux passeports, détention illégale d'armes à feu et délit de fuite. Supplément bacon s'il vous plaît là. Il est interdit de séjour en Suisse jusqu'en 2016 du fait de son implication supposée dans un braquage d'une bijouterie. Il doit encore 1 million de dollars aux différentes personnes qui ont porté plainte contre lui aux États-Unis, comme le chanteur Michel Polnareff. Après sa libération en 2005, il va directement rentrer en France. Cependant, en 2002 et ensuite en 2006, il fait paraître 2 livres autobiographiques. Les droits du premier sont achetés pour 1 million d'euros. Par la suite, quelques personnes portent plainte contre lui et vont obtenir gain de cause. Entre 2005 et 2008, il vit à Paris avec l'actrice et ex-Miss France Sonia Rolland. De leur union naît une petite fille, Tess. Le couple cependant annonce sa séparation le 10 avril 2008. Il prépare ensuite un film avec la réalisatrice Catherine Breillat qui devait s'intituler Bad Love. Il devait tenir le premier rôle aux côtés de Naomi Campbell et ce projet était prévu pour juillet 2009. Malheureusement, la réalisatrice a fait un AVC en 2005 et elle était lourdement médicamentée et Rocancourt a en fait profité de sa faiblesse psychologique et physique pour lui soutirer 650 000 euros. Le 18 avril 2009, elle publie un livre dans lequel elle va relater en fait les menaces de mort qu'elle aurait reçues ainsi que son fils de la part de Rocancourt pour justement soutirer cet argent. La même année, toujours en 2009, après une enquête de la PRDA, Rocancourt est mis en examen et jugé pour abus de faiblesse. Pour sa défense, il évoque qu'il s'agit en réalité d'un prêt qu'il n'a tout simplement pas encore remboursé. Le 20 décembre 2011, Rocancourt est placé en détention provisoire, il n'était pas facile à sortir, à la prison de la Santé pour ne pas avoir versé une provision de 300 000 euros fixée par le juge dans le cadre de sa mise en examen pour abus de faiblesse. Le procès se tient le 17 février 2009.
j'imagine, mais comme il n'a pas vraiment fait quoi que ce soit de, comment dire, qui pouvait remettre en cause son état, sa santé mentale, son état psychologique. Il n'y a pas eu de portrait psychologique qui a été dressé de Christophe Rocancourt. J'aurais aimé, en fait, savoir déjà, je vous l'ai dit en début de vidéo, son père a une carrière de boxeur ratée. Le fait qu'en arrivant à Los Angeles, il se fasse passer pour un boxeur, daddy issues, hein, voilà. Je pense aussi que il a eu une certaine envie de prendre sa revanche sur la vie. Est-ce que j'ai pas vraiment su pourquoi est-ce que la carrière de boxeur de son père avait échoué? Est-ce que c'est parce que il n'était pas si bon que ça, ce qui est une possibilité en soi, ou est-ce que c'est parce qu'il a fait confiance aux mauvaises personnes et ces personnes l'ont escroqué? J'en sais rien. Mais j'ai vraiment l'impression en fait que ce monsieur Christophe Rocancourt avait vraiment une haine finalement, une haine de l'argent presque je dirais, au point de vouloir le voler aux plus riches, un peu comme un Robin des Bois, mais pas vraiment parce que il a fini par le redépenser dans des bêtises. Donc j'aurais aimé trouver un petit profil psychologique de ce monsieur. Alors ça se trouve j'ai mal fait mes recherches et il en existe un. Donc si vous avez un lien vers un article, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Mais voilà, c'est vraiment genre plus égale plus quoi. Genre toujours plus, always more, always mass. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez. J'ai vraiment du mal avec ce mot. Si vous aviez connaissance, je sais pas pourquoi ce mot en ce moment j'y arrive pas. Si vous aviez connaissance de cette histoire, et évidemment s'il manque des détails qui selon vous sont importants, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire. Voilà. Je vous fais à tous de